et si la frontière entre 10 et TDAH n'était pas si nette, si stable. Sujet passionnant que va nous développer Lucille Herzog, chef de projet au Centre d'excellence iMind, délimiter l'indélimitable, les frontières et chevauchements entre les troubles 10 et le TDAH. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci à Toudis pour l'invitation. On va donc aborder ensemble le point particulièrement délicat entre les frontières et les similitudes entre les troubles 10 et le TDAH. Donc, une toute petite mise en contexte. Je travaille donc pour le Centre d'excellence des troubles du neurodéveloppement iMind. On se centre spécifiquement sur les TND chez l'adulte et l'adolescent. Et c'est un réseau interdisciplinaire avec une équipe opérationnelle de quelques personnes dont je fais partie. Donc notre rôle, c'est de fournir une information actualisée et fiable et de faciliter l'interface entre les chercheurs, les professionnels, les personnes concernées, les aidants, mais aussi avec le reste de la société. J'attire juste votre attention sur le fait qu'on va sortir un nouveau site très bientôt, sur lequel vous trouverez tout type de ressources pour tous les troubles du neurodéveloppement. Donc les troubles 10 et le TDAH font partie de la catégorie des troubles du neurodéveloppement dans les manuels diagnostiques. On a une prévalence de 5% chez les adultes. Alors je ne peux pas vous assurer que ce chiffre soit juste, parce que j'en ai vu un peu de toutes les couleurs. Même au sein du gouvernement, il y a plusieurs chiffres qui sont donnés. Donc voici un schéma que j'apprécie beaucoup, que j'ai repéré plusieurs fois dans les présentations du professeur Vincent Desportes, merci à lui. Donc au sein des TND, la comorbidité, c'est la norme. Et l'hétérogénéité au sein de chaque trouble, elle est très grande. Et entre chaque, il y a des frontières cliniquement relativement poreuses. On a de nombreux chercheurs et cliniciens qui pointent les limites de cette approche catégorielle, celle des étiquettes diagnostiques strictes, donc, pour la détection, mais aussi pour les prises en charge. Donc on va regarder de plus près ce que nous apporterait une approche plus dimensionnelle. Donc celle-ci, elle est davantage centrée sur les symptômes et les mécanismes sous-jacents, plutôt que sur des catégories diagnostiques strictes. Donc, faut-il réfléchir ces troubles comme des variations de symptômes sur un continuum plutôt que des troubles distincts? Il y a certaines études qui se questionnent en relevant que les variations pourraient en fait être plus qualitatives que quantitatives. Alors, j'ai tenté de réaliser un diagramme de type araignée afin de vous présenter ce à quoi pourrait ressembler le bilan d'une évaluation avec une approche dimensionnelle des troubles du neurodéveloppement. Donc, toutefois, la réalité, elle est toujours plus compliquée parce que l'approche dimensionnelle et l'approche catégorielle, elles semblent toutes les deux avoir leurs lacunes et leur pertinence propre. Donc, l'approche dimensionnelle, elle tend à relativiser les spécificités de chaque trouble par l'identification de mécanismes et neurocognitifs partagés. Et elle remarque également qu'on a donc les fonctions exécutives, la théorie de l'esprit, les processus attentionnels, qui montrent tous des altérations assez proches au sein des différents TND. Et l'approche catégorielle, quant à elle, elle relève des trajectoires développementales qui sont bien spécifiques à chaque trouble, et donc ça pourrait suggérer des mécanismes différents. Donc on va maintenant aborder les similarités entre les troubles 10 et le TDAH, comment on peut les différencier et à quoi ressemble le quotidien d'une personne qui aurait un TDAH et un trouble 10. Donc un très rapide récapitulatif sur les troubles 10. Donc si on souhaite être au plus proche des catégories qu'on trouve aujourd'hui dans les manuels diagnostiques, ils sont divisés en 3 aujourd'hui. Donc les troubles de la communication, langage, son, parole, qui correspond à ce qu'on appelle la dysphasie.
les troubles spécifiques des apprentissages dans lesquels on retrouve la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie, et les troubles moteurs où on trouve aujourd'hui la dyspraxie. Pour le TDAH, on a 3 présentations, donc celle inattentive, la combinée et l'hyperactive. Et on a aussi beaucoup de fonctions atteintes qui ne sont pas évoquées forcément dans les manuels diagnostiques encore, mais qui ressortent beaucoup dans les études, comme les fonctions exécutives, les difficultés dans les interactions sociales, dans les apprentissages et une dysrégulation émotionnelle. Alors, pour la prévalence des co-occurrences, on va passer du côté des enfants, parce qu'il y a beaucoup plus de données du côté des enfants. Donc, les pourcentages ici sont tous approximatifs. Donc, pour les troubles 10 chez l'enfant, on a une prévalence d'environ 7%, et pour le TDAH d'environ 5%. Parmi les enfants qui ont un trouble 10, on a 40% d'entre eux qui ont également un TDAH. Et parmi les enfants qui ont un TDAH, on en a plus de 50% qui ont un ou plusieurs troubles 10. En ce qui concerne donc la dyslexie et le TDAH, la co-occurrence des deux côtés, elle est de 30% environ. Pour la dysphasie, on a un pourcentage parmi les TDAH qui est légèrement supérieur. Et pour la dyspraxie, on a vraiment un 50-50. Donc c'est le 10 le plus fréquemment partagé pour ces deux diagnostics. Donc, comme on l'a vu, la prévalence des co-occurrences, elle est vraiment très importante. Dans les études, on a quand même des grosses différences de fourchettes, ce qui montre bien la complexité de cerner ce qui va appartenir à l'un ou à l'autre des troubles. On va donc observer plus en détail maintenant ce qui peut soulever des questions dans leur distinction. Donc, on va commencer par les similitudes dans le cerveau. Alors, voici une image pour faire un court récapitulatif des différents lobes du cerveau et de leurs fonctions principales. Alors, je préviens, c'est très très simplifié parce que la plupart des fonctions, elles se retrouvent dans la plupart des lobes à différentes échelles. Donc, c'était juste un petit récapitulatif, vous m'avez compris, avant la suite. Donc, je vais maintenant vous présenter 3 schémas de cerveau. Dans ces 3 schémas, l'objectif, c'est vraiment de montrer uniquement les points qui montrent des similitudes entre les TDAH. Et ici, j'ai choisi donc la dyslexie, dysphasie et dyspraxie. Donc, par exemple, pour ces 4 troubles, tous les lobes présentent des anomalies structurelles et fonctionnelles et une réduction du volume de la matière grise avec une sous-activation fonctionnelle. Pour le cervelet, on retrouve aussi, pour les 4, une hypoactivation, une réduction du volume et des dysfonctionnements. Dans certaines parties des noyaux gris centraux, donc qui se trouvent, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est au centre du cerveau, on a également les mêmes particularités. Et dans le cortex occipito-temporal, au niveau de la substance grise, on a pour le TDAH et la dyslexie aussi une hypoactivation et une réduction du volume. On va maintenant observer les particularités de ces troubles qui ont en commun dans les mêmes gyrus. Donc les gyrus, ce sont un peu les replis superficiels dans le cortex. Donc dans les 4 ici, la dyspraxie ne partage pas de particularité. Pourtant, comme on l'a vu, c'est ce qui est le plus proche du TDAH. Mais on verra plus loin où se trouvent ces fameuses similitudes. Par contre, pour les 3 autres, que sont le TDAH, dyslexie et dysphasie, on retrouve cette hypoactivation dans les 3 gyrus indiqués sur le schéma. Et on retrouve un point commun également entre le TDAH et la dyslexie sur le gyrus fusiforme. Donc on va maintenant s'attarder sur les voies de projection cérébrale. C'est là que le TDAH et la dyspraxie en particulier partagent tous ces points communs que je vais citer. Donc on a des anomalies de structure de connectivité et des réductions de l'intégrité de la matière blanche. Donc pour les connexions frontostriatales, qui vont des aires frontales au striatum. Dans le faisceau longitudinal supérieur, qui permet la connexion de s'établir entre l'avant et l'arrière du cerveau. Et dans les connexions cortico-cérébelleuses, qui relient certaines aires spécifiques du lobe frontal, qui passent par le corps calleux, donc le corps calleux qui va relier les 2 hémisphères du cerveau,
aller jusqu'au cervelet et repartir en boucle. Et on a également une réduction de l'intégrité de la matière blanche dans le corps calleux, donc, comme on a vu. On va maintenant passer aux points similaires cliniques des différentes fonctions attentionnelles. Donc, loin des clichés qu'on peut avoir sur ces difficultés concrètes que peuvent rencontrer ces personnes, on va mettre en avant les difficultés partagées. On va constater que c'est vraiment pas évident de faire la différence entre le TDAH et les troubles 10. Parce que pour les troubles 10, la fatigabilité entraînée dans les activités quotidiennes de lecture, d'expression ou manuelle, elles peuvent entraîner une fatigue rapide qui, elle-même, va entraîner une réduction du maintien des fonctions exécutives, par exemple. Donc, la plupart de vous, je pense, connaissent ces différents types d'attention, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, concrètement, à quoi ressemblent les difficultés attentionnelles qui peuvent générer une confusion entre le TDAH et la dyslexie? Donc, dans les deux cas, on va avoir des décrochages attentionnels durant la lecture, des erreurs d'inattention et des difficultés dans l'organisation des rédactions écrites. Donc les 3 symptômes en commun possibles et au-dessous les points partagés plus précis en termes de fonctionnement et de symptômes. Donc pour les deux, cliniquement, ça va se traduire par un évitement de la tâche ou par un surinvestissement cognitif et attentionnel en début de lecture, puis à un décrochage progressif. Dans le TDAH, c'est parce qu'on le sait, il y a une mobilisation excessive des ressources attentionnelles, une mémoire de travail qui va être réduite et des problématiques dans les fonctions exécutives. Et pour la dyslexie, bien parce que la mobilisation excessive des ressources cognitives pour le décodage et la compréhension de ce qu'on est en train de lire, elle entraîne de la fatigue et permet également moins d'inhiber les distracteurs. En ce qui concerne la dysphasie, donc on est exactement sur le même registre dans les deux cas, décrochage attentionnel durant les conversations ou la prise de parole, erreur d'inattention et difficultés dans l'organisation de la pensée, de la transcription de la pensée à l'oral. Donc je ne vais pas vous refaire la chose, c'est à peu près les mêmes mécanismes et résultats. Pour la dyspraxie, c'est encore la même histoire, mais version activité manuelle. Donc pour le TDAH, on va avoir beaucoup d'erreurs diagnostiques avec les 10, mais aussi des diagnostics manqués, en particulier chez les enfants, bien sûr, qui peuvent encore bénéficier d'accompagnement avec des gains potentiellement importants. Donc les erreurs diagnostiques, elles sont très fréquentes. Ici, on a un petit aperçu d'une étude sur 100 enfants avec des troubles de l'apprentissage scolaire. Et la conclusion indique que 70% des diagnostics de dyslexie étaient erronés. Alors c'est peut-être d'autres troubles 10. Et beaucoup de TDAH n'étaient tout simplement pas diagnostiqués. Alors pour se donner une idée, on va regarder un court extrait qui a été diffusé dans un reportage sur une petite fille présentée comme ayant une dysphasie. Vous verrez dans la vidéo, elle est sous-titrée et j'ai ajouté des cadres colorés en fonction des troubles pour qu'on puisse avoir un peu une idée des signes potentiels qui pourraient correspondre à l'un ou à l'autre trouble. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est juste des suspicions qui pourraient être faites. Sa maman se doit d'être là en permanence pour la maintenir concentrée. Non, je vais te dire, on va faire la dictée, des mots de dictée, tu vas essayer de faire. Linda a redoublé son cours préparatoire. Elle est dysphasique. Commence par quoi? M-R-E. Maison. L'une des conséquences de cette maladie est qu'elle n'a pas de mémoire immédiate. Il lui est donc très difficile d'apprendre à écrire. Faut que je me rappelle. Et R. Pourquoi R? Non, M-E. Mais ce mot, tu vois, tu l'as écrit plusieurs fois en classe, Linda. Tu devrais le savoir par cœur déjà. Bah, même si on lui montre le mot, dans la seconde qui suit, déjà elle peut l'avoir oublié, alors le lendemain, à l'école, c'est encore pire. En plus des problèmes de mémoire, la dysphasie provoque chez elle un défaut de concentration. Linda, tu te distrais là pour rien. Hey, j'ai envie de maquiller la poupée. Tu maquilleras la poupée après, Linda. D'abord, tu écris maison. Linda, colle-le, écris et colle-le.
Écoute, regarde, Linda, c'est toi. Oui. Alors, en plus, elle tient pas en place. Il faut toujours la recanaliser. J'y arrive pas, moi. Linda finit toujours par perdre son calme. Et écoute, regarde. Comme d'habitude, la séance de devoir va finir par une crise de larmes. Alors, dans ces accès de colère, Linda donc, pleure très souvent et puis dit des choses qui sont blessantes. Donc vous avez vu la principale problématique de cette petite fille, comme sa mère l'indique, c'est qu'elle n'arrête pas de bouger. Et comme très souvent dans les reportages où on voit des présentés comme ayant juste un seul trouble 10, eh bien, on a souvent aussi du TDAH potentiellement en premier plan. Alors, ce qui va permettre, entre autres, de faire la distinction, ce sont, dans le cadre du TDAH, des mouvements qui vont avoir un caractère assez chaotique, désorganisé, ou sembler hors contexte. Contrairement à un trouble 10, on aura une agitation assez classique de quelqu'un qui réagit à des difficultés, en fait, et un sentiment d'échec particulier. On va maintenant se pencher sur ce qui peut aider réellement à faire la différence entre les troubles 10 et le TDAH. Donc, l'inattention et les oublis, est-ce qu'ils vont être généralisés à toutes les tâches cognitives ou va être spécifique à certaines tâches? L'agitation, est-ce qu'elle va être un besoin irrépressible de bouger ou une réaction suite à un échec ou à la suite d'une tâche spécifique cognitivement difficile? Et par exemple, la désorganisation, les maladresses, est-ce qu'elles proviennent d'une surcharge cognitive due à une compensation ou à des difficultés de planification et d'attention généralisée? Encore une fois, en pratique, c'est très compliqué de différencier la source des problématiques, tant elles sont parfois intriquées, et d'autant plus en cas de diagnostic co-occurrent. Donc, typiquement, comment est-ce qu'on va faire pour différencier un multi-10 d'un TDAH? Donc, un multi-10, ça peut entraîner beaucoup de fatigabilité, plus d'inattention généralisée, voire de l'agitation. Dans le doute, la prise en charge des potentiels 10 doivent être priorisées chez l'enfant, parce que le ratio bénéfice-risque est dans un premier temps plus favorable dans ces prises en charge, sauf si le TDAH semble vraiment au premier plan, car cela pourra aussi aider à mieux comprendre, mieux prendre en charge ensuite les troubles 10. Pour l'adulte, le bénéfice-risque va davantage vers la proposition d'un traitement psychostimulant et l'entraînement des capacités pour les 10 étant assez inefficace chez l'adulte. Donc, en cas de doute, il vaut mieux proposer le traitement pour le TDAH, qui, lui, pourrait vraiment avoir des bénéfices à ne pas sous-estimer. Donc, en ce qui concerne la co-occurrence des 10 et du TDAH, on va voir quelles sont les difficultés majorées et les recommandations. Donc, tout d'abord, l'impact des symptômes qui vont être exacerbés. Les personnes peuvent rencontrer des grandes difficultés avec une estime de soi encore plus impactée et les évaluations neuropsychologiques vont avoir de bien moins bons résultats. Donc à ne pas confondre aussi parfois avec le TDI. Et le tableau clinique sera beaucoup plus complexe. Donc dans ce cas, il peut être recommandé de ne pas surmener la personne et d'effectuer une prise en charge étape par étape, de façon non simultanée, et par ordre de difficulté. Donc on va aborder maintenant le profil des femmes, plus précisément les profils qu'on appelle discrets. Alors on va le rappeler quand même, toutes n'ont pas un profil discret, mais peuvent être aussi soumises à des clichés. Donc une femme en difficulté qui sera visible, elle peut facilement être jugée comme bébête. Une femme hyperactive, manquant d'inhibition ou impulsive pourra vite être qualifiée aussi d'hystérique par les anciens. Donc, remarquons également qu'il existe aussi des profils discrets, je tiens à le souligner, chez les garçons et chez les hommes, qui bénéficient du coup également moins de repérage et de prise en charge. Bon, mais on le sait, les erreurs diagnostiques et les manques diagnostiques, c'est quand même plus fréquent chez les filles et les femmes. Alors les femmes, elles subissent davantage généralement des attentes sociales particulières,
une minimisation de leurs difficultés par l'entourage ou l'environnement professionnel. On peut aussi avoir dans ces profils des maladresses sociales et un sentiment de différence marqué, du harcèlement subi, une recherche de solitude qui peut faire ressembler à de l'autisme dans un premier temps. Et on a davantage de comorbidités avec des troubles psy, avec plus d'internalisation des difficultés et de la souffrance, et une forte propension à l'autocritique. Et encore une fois les diagnostics posés, elles peuvent encore subir de la stigmatisation, avec les phrases que vous connaissez bien, elles cherchent à attirer l'attention, et ce type de choses. Bien évidemment, même si cela est dans une moindre mesure, ça peut aussi se retrouver chez les hommes, encore sous une autre forme, parce qu'il y a d'autres types d'attentes sociales. Donc, le projet de la maison des 10 pour tous, porté par A210, est vraiment un projet qui a du sens dans ce contexte d'évolution vers une approche dimensionnelle. Un projet qui va être multidisciplinaire et qui est vraiment essentiel pour la prise en charge, l'avancée de la recherche et la déstigmatisation. Un grand merci à l'équipe d'A210 pour leur implication et leur motivation à nous faire collaborer. Rejoignez-nous dans ce projet.